iPhone 15. SAV. L'iPhone turc coûte 2 bras. Démission. Révérence. Vendredi 9 septembre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 232. Bonjour à toutes et à tous. Il est 14h Fabrice et les précommandes pour les nouveaux iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max ouvrent à l'instant en France et partout à travers le monde. Les prix sont en hausse partout sauf aux US, vous le savez, en France comptez entre plus 12 et plus 17% par rapport à la gamme iPhone 13. Les premiers iPhones arriveront vendredi prochain, le 16 septembre, sauf dans le cas de l'iPhone 14 Plus qui ne commencera à être livré que le 7 octobre, Fabrice. Oui, c'est assez étonnant. Cela dit, on peut rappeler que ça s'est déjà produit dans le cas de l'iPhone 12, alors dont la sortie avait été quand même pas mal perturbée par le Covid, forcément. Notamment, déjà, la keynote avait été retardée et donc les livraisons également. Donc, l'iPhone 12 avait été annoncé le 13 octobre et seuls les 12 et 12 Pro avaient été rapidement disponibles le 23 octobre. Le 12 mini et le 12 Pro Max avaient été disponibles 2 semaines après, à peu près le 13 novembre, 3 semaines après. Donc du coup, on peut se demander s'il y a de la part d'Apple une gestion de pénurie de composants, parce que du coup, ils sont aussi touchés pour la fabrication. Et puis peut-être une histoire marketing aussi, la vraie nouveauté, donc l'iPhone 14 Plus est la vraie nouveauté de la gamme, puisque on attendait cet iPhone de grande taille permettant à ceux qui le souhaitent d'avoir un iPhone de grande taille sans débourser autant que donc une somme incroyable pour s'acheter le Pro Max. Peut-être que c'est un iPhone qui va faire un peu d'ombre au reste de la gamme et que du coup Apple souhaite laisser un peu de temps à la gamme traditionnelle, on va dire, pour les ventes. Et un mot aussi, Fabrice, sur les écrans de ces nouveaux iPhones. Ils gagnent quelques pixels. Ouais, c'est rigolo parce que du coup, en fait, ils en ont parlé pendant la keynote sans noter ça, en disant que certains modèles avaient des bordures encore un petit peu plus fines que les modèles 13 d'iPhone 13 qui remplacent. On va noter par exemple que l'iPhone 14 Pro a 9 pixels de plus en largeur que l'iPhone 13 Pro. Pour une même définition. Je pense qu'on va inviter nos chers auditeurs à aller voir sur le site d'Apple, de faire une comparaison entre tous les modèles pour voir les quelques pixels qui sont gagnés, parfois avec aussi une augmentation de la définition en points par pouce. Je pense qu'à l'œil nu ça se verra pas, mais voilà, il y a quelques petites différences au niveau des écrans à noter. Bon, tu sais ce qu'on dit sur la royauté britannique, Fabrice ? Comme pour tout le reste des royaumes, je suppose. Qu'est-ce que tu vas me sortir ? La reine est morte, vive le roi. C'est un peu pareil avec les iPhones, tu sais. On pourrait dire l'iPhone 14 est sorti, vive l'iPhone 15. Ming-Chi Kuo, ton ami Kuo Ming-Chi, oui. Lui, il a déjà fait la bascule. Et dans ses premiers tweets depuis la keynote, il insiste sur le fait qu'Apple va accroître les différences entre chaque modèle de la future gamme, y compris entre le 15 Pro et le 15 Pro Max, qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Ce serait le seul, notamment, le 15 Pro Max, à bénéficier, selon lui, du fameux objectif télescopique dont on vous parle déjà depuis plusieurs mois. Alors effectivement, c'est étonnant. En fait, ça fait même plusieurs mois qu'on parle déjà de l'iPhone 15. C'est-à-dire que l'iPhone 14 semblait intéresser à moitié les gens comme Gurman et Ming-Chi, puisqu'ils parlaient déjà des gammes suivantes, 15 et voire même 16. Cela dit, les tweets qu'il a fait, Kuo Ming-Chi, sont assez logiques dans la gamme Apple, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait une véritable volonté de vraiment différencier la gamme Pro. C'est le cas par exemple avec les Mac. Il nous reste encore à voir le Mac Pro qui arrivera avec les puces Apple, mais c'est vraiment le Mac Pro, la machine extraordinairement chère qui réunit tous les superlatifs. On a le sentiment qu'ils vont avoir envie de faire ça avec l'iPhone également, voilà. Et ça leur permettra aussi de continuer dans leur stratégie de prix stratosphérique avec les modèles Pro. 499$ si votre Apple Watch Ultra a besoin d'être réparé, qu'il s'agisse de l'écran, du boîtier en titane, des boutons, des capteurs ou de tout autre composant. 499$ aux États-Unis, c'est le prix qu'il faudra payer, soit plus de 60% du prix de la montre neuve. Un tarif dissuasif qui devrait pousser les clients à prendre l'Apple Care Plus à 99$.
il prend en charge la réparation avec une franchise de seulement, Fabrice, $79. Bah oui, du coup, $79, on a l'impression que c'est tout petit par rapport au reste. C'est cadeau. C'est cadeau. En même temps, alors c'est un nouveau modèle qui doit probablement être très difficile à réparer et c'est censé être un modèle utilisé par des gens qui vont faire plein de trucs avec et qui vont potentiellement arriver à la casser même malgré toutes les qualités de solidité de cette nouvelle montre. Je suis curieux de voir aussi, je pense qu'on va avoir quelques explications de ça avec le démontage que ne manquera pas de faire le site iFixit pour voir comment ça se passe à l'intérieur et quelle va être la difficulté de réparer tout ça. Alors oui, ça pousse à prendre une assurance et en même temps, c'est le jeu, quoi, finalement. Mais revenons à l'iPhone 14, Fabrice. On se plaint des tarifs en France, ça n'est rien comparé au Brésil et encore, ce n'est plus le pays où l'iPhone est le plus cher au monde. Le Brésil battu par la Turquie avec l'iPhone 14 128 Go à $1 699, équivalent évidemment de la monnaie turque, soit plus du double du prix aux États-Unis qui est, je vous le rappelle, de $799. Quant à l'iPhone 14 Pro, la version 128 Go est donc le modèle le moins cher, a priori, est vendu en Turquie l'équivalent de $2193, soit à quelques euros près le prix de l'iPhone 14 Pro Max 1 Tera en France. L'explication, les taxes bien sûr, mais aussi l'inflation en Turquie qui atteint 80%, et c'est une première, Fabrice, depuis plus de 20 ans. Alors voilà, l'inflation, donc très très élevée en Turquie, qui touche quand même finalement à tous les pays du monde. On sent bien qu'on est dans une situation économique assez difficile un peu partout. Ça explique pas tout. On a été en tout cas très étonnés de l'augmentation des prix aussi en France. François en parlait hier dans la quotidienne. Ça fait mal, hein. La facture est vraiment salée. Alors on se plaint souvent des prix d'Apple qui prend déjà en plus une marge très élevée. Alors je me demande aussi si tout ça est pas lié à des histoires de taux de change de monnaie, parce que donc Apple fait ses comptes en dollars. Et alors on sait que par exemple par rapport à l'euro, un euro l'année dernière ça valait $1,20, puis maintenant €1 c'est $1. Donc du coup comptablement Apple, et comme toutes les autres entreprises américaines, s'est pris 20% dans la tête. C'est beaucoup. Ça n'empêche pas que les prix des iPhones atteignent des sommets absolument incroyables. Alors je suppose que le marché turc, c'est pas le marché le plus important pour Apple. Je suis même pas sûr que le marché français le soit non plus. En tout cas, très clairement, ils n'ont pas tellement envie de baisser leurs marges et ils se prennent des marges de sécurité pour les taux de change aussi. Voilà. Il était à la tête du marketing vidéo des films et des séries Apple TV+. 4 ans après son arrivée, Chris Van Homburg a annoncé sa démission dans un mémo adressé à son équipe pour consacrer plus de temps à sa famille, dit-il. Détail intéressant, il écrit, je cite, « Au moment où Apple TV+, entre dans une nouvelle phase, sans plus de précision ». Est-ce que tu vois, Fabrice, toi qui es un fidèle d'Apple TV+, à quoi il pourrait faire allusion ? Alors la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est que jusqu'à présent, Apple TV+ a toujours fait des productions originales et ne diffuse que des productions originales. Et peut-être qu'on va voir arriver des rachats de catalogues qui permettraient à Apple TV+ de justement augmenter son catalogue, parce que c'est une des critiques récurrentes de dire le catalogue est assez petit. Il s'est étoffé quand même au long de ces deux ans. Il y a vraiment de quoi regarder sur Apple TV+, mais c'est peut-être pas suffisant pour en faire un service de streaming qui puisse vraiment tenir tête à Netflix, à Prime Video, à Hulu, à HBO, et pour attirer suffisamment de gens. Et puis peut-être aussi, en parlant, qui fait référence au sport, que lui il vient de chez Sony et de la production télé et film chez Sony, et peut-être que le sport ça l'intéresse pas, donc il va faire autre chose.
Et puis c'est une très belle photo datée du 26 février 1952. On y voit Elisabeth II sur fond noir avec l'un de ses diadèmes inestimables. Ce portrait occupe toute la page d'accueil d'Apple sur ses sites américains, canadiens, australiens et britanniques évidemment. Depuis l'annonce du décès de la reine d'Angleterre qui était aussi à la tête du Commonwealth, un hommage loin d'être systématique de la part d'Apple. Avant elle, les derniers à avoir eu cet honneur furent George Harrison, Robin Williams, Rosa Parks ou encore Nelson Mandela. Tim Cook a d'ailleurs tweeté pour honorer la vie et le dévouement aux devoirs de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Et maintenant, God Save the King, Charles III bien sûr, mon cher Fabrice Ier. Oui, alors bon, moi j'avoue que je suis un peu surpris de cette fascination pour la royauté anglaise. Apple a coutume de mettre en avant des personnages qu'ils estiment importants, notamment dans ses campagnes de pub là, pour Think Different. Moi je vois pas trop le Think Different par exemple lié à la reine Elisabeth. Beaucoup de gens sont tristes de son départ, c'est normal, voilà, mais que Apple en fasse un personnage à mettre sur sa page d'accueil. Moi, j'avoue, je comprends pas très bien. Je note par exemple, alors c'est pas l'habitude non plus des autres, mais Microsoft ou Google, ils font pas ça, quoi. Donc voilà, l'arrivée de la royauté anglaise sur la page d'accueil d'Apple, moi, je comprends pas. Alors c'est peut-être lié au deuil national et deuil de la famille royale aussi, qui vient d'annoncer que ce deuil commençait immédiatement et durerait jusqu'à 7 jours après les funérailles d'Elisabeth II. La quotidienne iWeek, Fabrice, revient lundi, malgré tout.